70 cautions déjà en cours. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints. Pourquoi cet échange? Eh bien, parce qu'il nous apparaît que aujourd'hui, nous avons des besoins nationaux liés aux suites de la crise Covid et des besoins plus locaux. Au niveau national, vous le savez, un accord de relance a été lancé avec bien évidemment un volet qui concerne la relance de la construction que l'on veut absolument imposer et pousser comme durable. Durable, cela suscite et nécessite que nous partagions le même diagnostic pour que nous entendions sur effectivement ce qui est souhaité par la population, que nous partagions donc la même ambition. D'où les échanges qui vont avoir lieu et qui vous permettront d'interagir, en particulier en posant vos questions écrites sur les onglets destinés ou en demandant à intervenir. Cela veut dire aussi qu'il faut que nous travaillions à assurer un dialogue de qualité entre élus et acteurs de la construction pour pouvoir simplifier et accélérer autant que faire se peut les procédures d'urbanisme, mais aussi y introduire les meilleures pratiques possibles. Ce qu'attend également de nous le niveau national, c'est que nous puissions accompagner l'émergence de constructions durables en assurant une réelle sobriété foncière. Et cela, il ne suffit pas de bonnes paroles pour l'assurer, mais réellement d'actes, posés par les élus, par les acteurs de la construction, pour que nous puissions réussir à répondre à la demande de logement particulièrement forte dans notre département, tout en réussissant à économiser le foncier et à développer une qualité de vie, un cadre de vie. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et puis, la déclinaison locale du pacte national, l'axe 3 de ce qui est attendu, eh bien, nous y entrons directement au travers de cette conférence qui vise encore une fois à ce que nous rapprochions les points de vue. En effet, nous avons dans notre département, je le disais tout à l'heure, des besoins très importants de logement et à la fois des contraintes foncières fortes entre lac et montagne. Nous le savons tous, l'espace disponible est limité. Ce qui veut dire que nous devons réussir à construire plus dense, plus écologique, avec des modèles enviables. Nous avons la chance d'avoir un fort dynamisme de l'immobilier, ce qui peut permettre effectivement d'assurer un qualitatif dans notre construction. Il faut saisir cette chance. Il faut saisir cette chance pour assurer la qualité, le confort des logements et encore une fois, leur habitabilité de long terme avec un vrai travail sur le volet énergétique et les ressources eau, air, sol. En Haute-Savoie, si on regarde un peu ce qui se penche sur ces dernières années, on a une dynamique de construction extrêmement forte. Vous le retrouvez sur le graphique que vous devez voir projeté à l'écran où vous avez tous les départements et le niveau régional et on voit que la Haute-Savoie se distingue tout particulièrement. Et nous construisons également de plus en plus densément avec une consommation des espaces agricoles que nous vous faisons apparaître maintenant qui conduit à ce que nous ayons une division par 2 en 20 ans des possibilités foncières exploitables. Alors, tout cela nous conduit à réfléchir comment urbaniser mieux, comment construire mieux, peut-être en faisant évoluer les savoir-faire, peut-être en faisant évoluer aussi nos réglementations. C'est l'objet des échanges qui vont avoir lieu et assurément en poussant de plus en plus le dialogue entre les professionnels et les élus. Dernier élément extrêmement important, les effets de la crise sanitaire que nous subissons sur les deuxième et troisième trimestres 2020, on a assisté à une baisse de l'ordre de 25% des permis de construire. Derrière chaque permis de construire, il y a des familles en attente de logement. Il y a aussi les familles qui vivent de la construction, de très nombreux emplois qui sont concernés très directement et ces baisses du nombre de permis de construire
nous font réellement craindre des jours difficiles pour tous ceux qui aujourd'hui œuvrent dans ce secteur d'activité, ce qui nous conduit aussi à mobiliser tout particulièrement cette conférence dont nous verrons quelle suite nous pouvons ensuite lui donner pour pouvoir faciliter le dialogue local, faciliter l'émergence des projets et réussir à concilier densité et attentes de nos citoyens. Voilà ce que je souhaitais vous dire en guise d'introduction du souhait de mener de cette rencontre. Et je vous propose maintenant de partager un certain nombre de points de vue d'acteurs pour entrer dans le vif du sujet et pouvoir aborder les sujets qui, je crois, nous préoccupent tous. Et je passe la parole à Laurent Conf, qui est de la direction des territoires de notre département. Merci. Bonjour à tous. Il nous semblait évident de les échanges en interrogeant le maire d'Annemasse. Pourquoi, monsieur Duplessis? Annemasse est la commune qui construit le plus en Haute-Savoie, qui connaît une tension extrêmement forte et qui est la commune qui se densifie le plus à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, deux questions, monsieur le maire. Comment vous y prenez-vous? Comment ressentez-vous les réactions de la population? Merci, bonjour à tous. D'abord, je voudrais dire que la situation est un tout petit peu plus complexe que celle que vous venez de présenter. C'est vrai qu'Annemasse est une ville très dense. Les 36 000 habitants officiels d'Annemasse sont répartis sur un peu plus de 5 km². Vous voyez, ça donne quelque chose une très forte densification. Et c'est vrai que nous avons eu une augmentation très forte de la population qui était due simplement à la capacité que l'on avait à répondre aux besoins, notamment sur les années 2009 jusqu'à 2016, où chaque année nous gagnions 1500 à 2000 habitants par an, ce qui est énorme et considérable. Nous avons depuis resserré un peu les boulons, comme on dit, en termes notamment de règlement du PLU, avec un PLU plus restrictif. Et aujourd'hui, sur les 3 dernières années, nous sommes plutôt sur une augmentation entre 700 et 900 habitants par an, qui devient beaucoup plus raisonnable. Parce que, et vous l'avez noté dans votre question, la densification peut être vécue par la population d'une manière très négative. Or, nous avons toujours voulu et toujours souhaité que la densification, à laquelle bien sûr je ne suis pas opposé, parce qu'il faut bien mettre les gens quelque part, si on veut maintenir par ailleurs les espaces agricoles et les espaces naturels. Donc la densification ne doit pas être opposée à la qualité de vie. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel. C'est ainsi que sur la qualité de vie dans la ville, nous avons fait de gros efforts pour maîtriser des espaces et les redonner en respiration à la population. J'en cite que 2 exemples. Hein. Il y a juste un an, nous avons transformé un parking de plus de 3000 m² en parc. Voilà, ça c'est très sensible en plein cœur de ville et ça permet aux gens de respirer, c'est le parc Clémenceau. Et puis là, nous venons d'acquérir, à côté d'ailleurs d'une promotion immobilière et en accord avec le promoteur, hein, il s'agit aussi de travailler main dans la main, nous venons d'acquérir 6000 m² qui va être un nouveau parc en plein centre-ville. Donc, faire des espaces publics plus agréables, je ne vais pas revenir détailler, mais vous savez, les profondes transformations de la ville d'Annemasse autour, par exemple, de la gare, autour du tram, avec, dans les années qui viennent, je l'espère, une piétonisation renforcée du centre-ville, fait qu'aujourd'hui, on sent une meilleure acceptation par la population de cette densification. Je crois vraiment que si on est capable de gérer, et c'est sans doute le grand défi qu'on a, de gérer la forte demande de logement et la qualité de vie dans les lieux où nous sommes, on aura sans doute gagné. Et quand je dis gérer la forte demande de logement, c'est pour tout le monde, et en particulier pour bien sûr ceux qui relèvent des plafonds de logement social, mais aussi ceux, j'ai l'habitude de le dire dans mon agglomération, ceux qui sont payés en euros. Voilà, si vous voyez bien ce que
ce que je veux dire et je pense que tout le monde le comprend. Donc, il nous faut répondre à ces besoins. En même temps, alors, tout n'est pas simple, hein, parce que quand l'on a une ville qui se développe au rythme où je l'ai rappelé, il y a le besoin de services à la population. Je parle par exemple des écoles où Annemasse, c'est vrai, construit une grosse école de 17 à 20 classes par mandat et ouvre à peu près 5 à 6 classes chaque année. C'est vrai, il faut répondre à ce type de besoin. Mais sur la ville, et pour terminer sur cette première question, parce que vous m'avez demandé de faire court et je vais essayer de l'être, je crois que sur la ville, si l'on veut maintenir les qualités de vie et maintenir des espaces de respiration, et ça c'est un travail qu'on doit faire avec les promoteurs, qu'on fait avec les promoteurs, il faut construire la ville sur la ville. Et il y a des dents creuses. Alors je sais que pour un promoteur, c'est plus facile d'aller voir des villas, des propriétaires de villas, parce qu'on rase 2-3 villas et puis on monte un immeuble. Mais je crois aussi que les promoteurs sont capables, et ils le montrent, ils le démontrent, de construire de manière plus complexe, sur des dents creuses, de reconstruire la ville sur la ville. Et de toute manière, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir, ce qui me semble aussi essentiel, c'est la capacité que les collectivités locales vont avoir de maîtriser une partie du foncier, parce que c'est là où se décide l'avenir de l'équilibre de nos villes. Et enfin, dernière chose, tout ça doit se faire le plus possible en concertation avec la population. On n'impose pas une densification, on la partage, et on la partage encore une fois, dans la recherche de la qualité de vie. Merci, monsieur le maire. Vous parliez des promoteurs, on va interroger un, c'est monsieur Guy Gallet, président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes. Monsieur Gallet, une question simple pour rebondir sur les propos de monsieur le maire d'Annemasse. Sentez-vous aujourd'hui un projet de l'identité? Et si oui, quels ingrédients pour y remédier? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, écoutez, d'abord, il y a le contexte de la pandémie. Donc, inéluctablement, on voit bien que la pandémie, elle incite à un repli sur soi. Donc, ça, il faut y être sensible. Les gens sont plus sensibles aussi à leur cadre de vie. Je ne m'étendrai pas sur les contraintes qui s'imposent à tous. Ensuite, vous l'avez rappelé, hein, secrétaire général, le territoire de la Haute-Savoie est dynamique. Il y a chaque année 8 ou 9 000 nouveaux habitants qui arrivent, donc on a un territoire qui évolue et les élus, que ce soit les élus des villages, les élus des villes ou les agglomérations, quelle que soit la taille de leur commune, doivent avoir une vision et porter la vision de l'évolution de l'urbanisation et de l'évolution globale de la construction sur la commune. Ensuite, cette vision, je pense qu'il faut la transmettre, la partager et certainement aujourd'hui communiquer encore bien davantage que ce ne l'est fait avec la population, probablement sans cesse, durant le mandat, pour expliquer quels sont les territoires sur lesquels il va y avoir des constructions, soit de bureaux, soit des extensions commerciales, soit du logement, et pourquoi on le fait. Voilà. On est là dans l'humain. L'humain, il s'approprie son habitat et donc il est sensible à ce qui se passe autour de son habitat. Je pense qu'il faut l'expliquer davantage, il faut aller davantage au contact de la population et il faut davantage faire ce travail. Les habitants, ils doivent comprendre et adhérer au projet de développement et d'évolution de la ville. Alors, il y a des nombreux transports en commun. Monsieur le maire d'Annemasse en parlait, il y a eu des développements importants de transports en commun. Les communautés, les intercos investissent dans ce genre de mode de transport nouveau et donc obligatoirement c'est au service de la population. Les réunions publiques sur les projets, elles sont aussi indispensables. Elles ne sont pas systématiques. Moi, je m'aperçois que ce n'est pas une assurance tout risque contre l'absence de recours ou de rejet. Ça ne permet pas forcément de faire adhérer tout le monde. Mais moi, je milite, en tout cas, nous militons à la FPIA pour qu'il y ait systématiquement sur tous les projets des réunions publiques faites avec les riverains. Les riverains, il faut les rencontrer, il faut leur expliquer. Et ça va toujours mieux quand on a écouté les gens, quand on a répondu à leurs interrogations, quand on a expliqué et qu'on a levé les inquiétudes.
poursuis peut-être sur le rejet de la densité. Alors le mot de la densité, juste en 2 mots, la densité, elle est utilisée à toutes les sauces. Je pense que la problématique, c'est pas la densité. Et le réglementaire, moi je voudrais rappeler que le réglementaire ne réglera pas ces problèmes d'insertion que l'on a. On avait des postes, ils ont été remplacés par des PLU. Aujourd'hui, il y a des PLUI qui sont encore plus compliqués. Ces documents sont extrêmement complexes. On a nous-mêmes, les professionnels, du mal à s'y retrouver et à les interpréter. Et ce n'est pas les habitants qui peuvent se faire une idée de ce que l'on va construire à côté de chez eux en essayant de lire les PLU. Donc, je ne pense pas que le cadre réglementaire va nous permettre de régler ces problèmes que l'on a vis-à-vis du rejet de la densité et de l'acceptabilité de nos constructions. De même que les chartes non plus ne le régleront pas. Les règlements, ils fixent des limites de nos constructions. Ils sont très techniques et très complexes, encore une fois. Alors, des projets remarquables en matière d'insertion en Haute-Savoie et de grande qualité de réalisation, il y en a aussi plein, comme d'ailleurs des projets qui, au contraire, ne sont pas insérés, on en parlera tout à l'heure, mais je pourrais citer plein d'exemples de projets qui sont remarquablement insérés dans les territoires, que ce soit le projet de Méliane à Annemasse ou le projet également de Soléa à Archamps ou le projet d'Oina à Monton-Saint-Bernard. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais la Villa Hermès à Annemasse ou les passerelles à Crangevrier. On a plein d'exemples d'opérations réussies sur lesquelles on peut s'appuyer pour montrer à la population qu'on sait faire ces choses-là. Monsieur le maire d'Annemasse et Monsieur Gallet, on sent bien que tout ça, ça passe par la qualité. Et si j'en crois le SCOT d'Annemasse-Agglo qui a été récemment arrêté, il a finalement un message fort qui nous dit la qualité comme enjeu numéro 1 avant la quantité. Comment s'y prendre, Monsieur Dupessay? Oui, je crois que vous avez bien résumé l'idée générale du SCOT que nous sommes en train d'arrêter sur Annemasse-Agglo. On l'a sous-titré faire mieux avant de faire plus. Voilà, c'est clair, faire mieux avant de faire plus. Et c'est pour cela, on a mis au point toute une stratégie. Elle est complexe. Je retiendrai peut-être 4 grandes lignes. La première, c'est la qualité de vie urbaine et la garantie du cadre de vie. C'est quelque chose d'essentiel. Madame la secrétaire générale rappelait la beauté de nos paysages. Enfin, le fait, on est quand même dans une région gâtée, on dit en termes d'environnement et de cadre. Eh bien, il faut que dans les zones que habitent les gens, on retrouve ce plaisir d'habiter cette région. Donc, il nous faut maintenir les grands équilibres entre l'habitat, entre les activités, entre l'agriculture, entre les espaces naturels. Et ça a été le premier objet de notre SCOT, s'appuyant d'ailleurs sur celui qui est en train de se terminer, où, en quelque sorte, on a un peu défini en premier les zones qu'on voulait protéger. Voilà, les zones agricoles et les zones naturelles qu'on voulait protéger. Et on a dit ensuite, et c'est le deuxième thème essentiel, de recentrer, on a voulu recentrer le développement urbain sur des secteurs stratégiques. Et les secteurs stratégiques dans une agglo comme la nôtre, encore une fois en termes de superficie, petite agglo, mais qui atteint bientôt 100 000 habitants, c'est renforcer dans les centralités. Voilà. Je ne reprends pas l'exemple de la ville-centre, mais c'est vrai aussi pour d'autres centralités, d'autres communes de l'agglomération. Et puis, densifier aussi à proximité des transports en commun. Si on a fait une véritable révolution de la mobilité avec le tram, avec le bus à haut niveau de service, avec la voie verte et bien sûr avec le Léman Express, il nous faut renforcer l'habitation, la présence des gens et des habitants et des activités à proximité de ces transports en commun. C'est d'ailleurs pour ça que notre plus grande zone d'aménagement, elle est autour de la gare. C'est ce qu'on appelle la ZAC Étoile Annemasse-Genève. C'est, je vous rappelle, 170 000 m² de surface de plancher, mais c'est autour de la gare parce qu'il y a la gare qui est l'étoile même du Léman Express. Je crois que ça, c'était un choix extrêmement clair et fort que nous voulions faire. Et le troisième axe, c'est de faire, je l'ai déjà abordé, mais d'offrir du logement qui correspond aux besoins des gens. Ah, ça, c'est important. Je veux dire, je n'ai rien contre les investisseurs, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui habitent les logements, qui habitent des logements qui correspondent
à la composition de leur famille et qui correspondent aussi aux moyens qu'ils ont pour le faire. Et c'est ainsi qu'en commençant par cette ZAC étoile, on a institué une règle très contraignante, mais finalement les promoteurs jouent le jeu parfaitement et on peut les en remercier. C'est la règle qu'on a appelée des 3 tiers. C'est-à-dire qu'on impose dans la ZAC et dans le SCOT, on va l'imposer également sur l'ensemble des autres territoires, 1 tiers de logement social, je dis bien 1 tiers de logements dits abordables, c'est-à-dire en gros qui sortent aux alentours de 3 000 € le mètre carré au niveau de l'achat, et 1 tiers de logements libres qui, eux, vont sortir à 4 500, 5 000 €, ce qui est malheureusement le tarif actuel. Et je crois que en jouant avec tous les outils que nous avons aujourd'hui, notamment pour le logement abordable avec le BRS, le bail réel solidaire, avec l'habitat participatif, avec des outils nouveaux, innovants, on doit pouvoir répondre à cette politique de mixité sociale qui est très ambitieuse, en sachant que pour le faire, et c'est ce qu'on a fait sur la ZAC étoile, il faut maîtriser le foncier, et je sais bien ce qu'il en est, puisque président de l'établissement public foncier de Haute-Savoie, c'est un formidable outil pour les collectivités locales, pour maîtriser le foncier et donc être maître du développement de leur territoire. Et enfin, dernier élément, mais il est aussi évident, celui-ci, c'est de marquer la place de la nature en ville. Voilà. J'ai cité 2 exemples tout à l'heure concernant le centre-ville d'Annemasse, mais on peut aussi, dans le cadre des PLU, imposer ou demander aux promoteurs d'avoir des espaces de respiration. On pourra peut-être y revenir, mais je crois qu'aujourd'hui, on dit très clairement, on ne construit pas en cœur d'îlot. En cœur d'îlot, on fait respirer l'îlot. Voilà, c'est une formule qui évidemment mérite d'être détaillée, mais c'est cette volonté-là. Alors avec ces 4 axes, on espère, évidemment les PLU vont se mettre en conformité, on espère que ce SCOT nous permettra en effet de répondre aux besoins de notre population et de maîtriser le développement de notre territoire de manière équilibrée. Beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Gallet, une double dernière question pour vous. On a vu un cadrage de SCOT, des PLU. Vous nous avez parlé de belles opérations en Haute-Savoie. Il est quand même vrai que parfois, sur la question de la qualité, on a souvent la double impression de voir les mêmes immeubles un peu partout, qu'on soit en Haute-Savoie, dans la région centre ou dans le nord, et même au sein d'une même opération, le même objet qui se reproduit plusieurs fois avec une impression de copier-coller. Première question, est-ce que c'est une fatalité tout ça? Alors non, c'est certainement pas une fatalité. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille davantage ensemble. Vous l'avez dit d'ailleurs précédemment. La méthode que nous préconisons, c'est une méthode qu'on utilise régulièrement, qui n'est pas plus originale que ce qui se fait ailleurs, j'imagine, mais qui nécessite beaucoup de travail et d'implication. Donc pour cela, il faut constituer un comité tripartite de pilotage d'un projet. Dans ce comité, il y a les élus référents du projet, il y a le promoteur qui porte le projet, et il y a l'architecte et les bureaux d'études. Le comité se réunit à une fréquence régulière, il répond à toutes les interrogations qu'on se pose en réunion de conception, et il élabore le projet. L'avantage, c'est que les élus peuvent du coup revenir aussi vers les habitants et les riverains pour expliquer l'évolution du projet au fur et à mesure qu'on le co-construit ensemble. Alors évidemment, on travaille aussi en parallèle avec les services instructeurs et les services de l'agglomération de la ville. C'est aussi l'intérêt pour arriver à calibrer tout ce qui aujourd'hui pose souvent problème. Je parle des rejets d'eau et de l'énergie. Souvent, quand on travaille comme cela, il faut accepter qu'en corollaire, il faille adapter le règlement. Parce qu'en fait, on arrive à un projet, mais ce projet, il n'a pas pu être anticipé et le PLU n'a pas pu prévoir toutes les possibilités, c'est absolument impossible, de construction sur tous les terrains. Et donc, quand on travaille comme cela, dans ce schéma, c'est la qualité du projet qui prime. Et s'il faut adapter le règlement, on adapte le règlement. Alors, des exemples réussis de ce dont je viens de parler, il y en a plein, je vais en citer 3, avec des échelles différentes, à l'échelon de la Haute-Savoie. Il y a le centre-bourg de Jevigny, qu'on a travaillé avec Denis Maire, qui est exceptionnel. Il y a le centre-bourg à Fillinges avec Bruno Forel. Et puis, dans une ville plus importante, à Thonon, quartier de Sey,
hein, qu'on a démarré avec Jean Denay, qu'on poursuit avec Christophe Arminjon, où il y a un cœur d'îlot, vous en parliez, M. Dupessé. Il y a un parc au centre de 2500 mètres carrés qu'on va totalement rendre à la nature, dans lequel on va planter 400 arbres et qui sera ouvert au public. Alors, dernière question avant qu'on regarde un petit reportage sur le maire de Cornier que j'ai rencontré cette semaine. Monsieur Dupessé nous parlait donc notamment de contrats, de chartes, etc., de règles très exigeantes, notamment pour la ZAC Étoile Annemasse. Pour un promoteur, c'est plutôt une contrainte, c'est plutôt bien vu, parce qu'on se rend bien compte quand même que se contenter du seul règlement, c'est un peu difficile. On parle des orientations d'aménagement et de programmation dans les PLU qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux et de ces chartes architecturales. Vous, du côté du promoteur-constructeur, comment vous voyez ces règles et comment vous les appréhendez? Bon, pour ce qui concerne des chartes, nous, on n'est pas favorable aux chartes parce que les chartes, je le disais tout à l'heure, ça va rajouter une couche de plus à l'empilement des règlements que nous avons déjà. La France est la championne des règlements dans le monde. Je pense qu'on n'a pas plus de règlements pour construire que chez nous. Et on voit que le résultat n'est pas l'assurance tout risque pour avoir de beaux projets. Donc, je ne pense pas que ça soit la voie. Ça permet de rassurer certainement des élus. Mais moi, je préférais qu'ils soient plus impliqués avec nous dans les projets. On a déjà le SCOT, Christian Dupessé en parlait, plus les PLUI. Il faut bien distinguer dans les situations dans lesquelles on construit deux cas bien différents. Hein. Il y a le cas des fonciers qui sont maîtrisés par la collectivité. Le maire d'Annemasse en parlait, il parlait de la ZAC Étoile. C'est le cas. Donc là, dans ce cas-là, il y a des règles qui s'appliquent sur un territoire, sur un foncier qui est maîtrisé par une collectivité. C'est bien différent, on ne travaille pas du tout de la même manière que lorsqu'on est dans le diffus. La problématique de la Haute-Savoie, on n'a pas parlé, c'est quand même que c'est le deuxième département le plus actif de la région Rhône-Alpes-Auvergne en termes de construction, après Lyon. D'ailleurs, on n'est pas loin maintenant derrière Lyon, avec 4500 logements par an, le Grand Lyon évidemment, et nous n'avons quasiment pas de ZAC. Je pense que de zones d'aménagement, on doit pouvoir en compter 3 sur les doigts d'une main. Donc l'essentiel de ces constructions, on les réalise dans le diffus. Et là, dans le diffus, on est sur le règlement. Et encore une fois, le règlement, il ne peut pas imaginer toutes les situations constructives et toutes les configurations différentes que l'on a. Donc, nous ne sommes pas pour un règlement de plus, on est pour travailler ensemble plus. Alors, on a parlé d'une grande commune, Annemasse. On va parler d'une petite commune du département. On va parler de Cornier. J'ai rencontré le maire cette semaine. C'est une commune de 1400 habitants au sein du Pays Rauchois. Et le maire va nous parler de la densification du centre-village et d'une opération qui reprend les codes des fermes aux Savoyardes. Depuis plusieurs années, monsieur le maire, le centre-village de Cornier se transforme avec des opérations de logement collectif. Les derniers immeubles en cours de finition viennent même redessiner la place de la mairie. Comment la municipalité a-t-elle procédé? Eh bien, dans les années, il y a à peu près 20 ou 30 ans, on a eu la chance de pouvoir acquérir petit à petit des terrains qui étaient situés au centre du village de Cornier. On a favorisé la chance puisque les élus de l'époque ont tous été d'accord d'acheter ces terrains. On aurait pu ne pas les acheter, les laisser partir, mais volontairement les acheter, ce qui nous a permis de faire la construction d'une salle des fêtes, d'agrandir les écoles, de faire la mairie que vous pouvez voir actuellement autour de moi, et puis de pouvoir implanter des immeubles tout en allant à notre rythme pour ne pas surcharger les écoles. Donc on maîtrisait le foncier et on maîtrisait la construction du centre-village. Et on l'a fait à notre goût, à notre façon, comme on le pensait, comme les élus l'ont voulu, d'une manière optimale qu'on peut revoir aujourd'hui. Et alors, comment la population a-t-elle réagi à cette densification? Alors au départ, pas forcément très bien, puisqu'on leur changeait leurs habitudes, on voulait densifier un peu le centre-village, et eux, ils avaient l'habitude de voir un village aéré, un tout petit village, hein, il a bien évolué aujourd'hui,
Et puis, au fil des ans, ils se sont aperçus que tout compte fait, c'était dans l'air du temps, et puis que quelque part, on mangeait peu de terrain, on densifié ce village, et aujourd'hui, globalement, c'est bien apprécié, et globalement, les gens apprécient le centre du village de Cornier. Nous sommes à quelques centaines de mètres du chef-lieu, au sein d'une opération de petits logements collectifs qui reprennent les gabarits et le vocabulaire des fermes. La municipalité y est-elle pour quelque chose? Indirectement, non, mais on peut considérer qu'on y est pour un petit peu, puisque c'est la municipalité qui, à une certaine époque, a eu l'opportunité d'acheter les terrains. On les a revendus pour ses promotions. Et dans le dialogue qu'il y a pu y avoir avec notre ancien maire et puis le promoteur, bien sûr qu'on a discuté un petit peu de comment envoyer les bâtiments. On ne voulait pas des barres d'immeubles ou des choses comme ça. Et il y a eu une bonne entente entre le promoteur et la municipalité, ce qui a fait qu'on se retrouve dans ce cadre-là qui est très sympathique. Et l'architecte des bâtiments de France? Ah, alors, Cornier, on est avec 2 sites inscrits, et donc avec des rayons de 500 mètres, hein, pour ceux qui connaissent. On a un à la Madeleine, juste à côté, on est à la limite, et un deuxième du côté sur le haut de Cornier, à Moussy. Effectivement, on est très attentif, et les architectes le savent aussi, puisque Cornier, quand ils viennent à Cornier, ils se disent « Ah, attention, nous avons droit aux architectes des monuments de France ». Donc, c'est vrai que cette architecture que vous pouvez découvrir autour de moi, je pense que les architectes ont dû avoir une pensée pour les monuments de France, parce qu'ils se disaient attention, faisons les choses comme il faut, respectons le pays, respectons les coutumes, les formes et les volumes des bâtiments en général. Donc oui, je pense que le fait d'être proche de monuments classés ou inscrits fait qu'on est arrivé à ce résultat-là aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, juste avant de me tourner vers l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on en a un petit peu parlé dans ce GCL qui conclura ce premier tour d'échange en nous disant comment mieux contextualiser une opération et comment mieux s'y prendre pour justement respecter notre identité locale. Je crois que M. Gallet avait un dernier mot à nous dire. Oui, j'avais un message important. Je profite du sujet dans lequel on est, qui est la relance de la construction durable, pour rappeler qu'en Haute-Savoie, toutes les filières de construction sont en grand danger, hein, parce que toute activité confondue, aujourd'hui, j'attire l'attention sur le fait que sur le département, nous, on recense 28 permis de construire refusés, qui représentent 1500 logements. 1500 logements sur 4500 par an, dont 473 logements sociaux qui sont rayés du calendrier pour 2021. Voilà, donc s'il y a un message à passer, les élus doivent démarrer des projets d'urbanisme. Merci. Merci beaucoup pour ce message, Monsieur Gallet. Alors, nous avons donc dans cette salle avec nous Hélène Blin, qui est architecte des bâtiments de France. Et donc, je lui repose la question. Quels ingrédients, Hélène, pour mieux contextualiser les opérations, pour qu'elles rentrent en résonance avec le tissu alentour, et quel travail à mener, quelles réflexions à conduire, notamment dans le cadre de l'élaboration des PLU? Alors, je rebondis aussi sur les propos du maire de Cornier. On sent un petit peu l'appréhension qu'il peut y avoir à venir au contexte des espaces protégés, mais ça illustre sûrement un décalage en fait entre notre méthodologie d'approche des projets et puis comment bien souvent ils sont conçus, et ce qui peut créer en fait un défaut de contextualisation. Alors souvent on a une approche qui est très basique, hein, c'est le règlement d'urbanisme me permet de, et donc je vais au maximum de la capacité de ce que me permet le règlement. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Monsieur Gallet assez justement, le règlement ne peut pas tout en fait, à moins qu'il ait été vraiment fait sur mesure, mais à l'échelle des PLUI, maintenant on se rend bien compte que c'est un défi absolument insurmontable, en tout cas dans la temporalité où ils sont faits.
Donc nous, c'est vrai qu'on invite vraiment à se poser les questions, mais qu'est-ce qu'on a en fait comme atout sur le territoire? Et là, il y a une responsabilité collective de tous les acteurs. En amont, c'est sûr que nous, on estime vraiment que les communes ont un vrai travail à faire là-dessus, se poser cette question, faire ce travail d'analyse avec des bureaux d'études qui sont tout à fait compétents sur ces questions et qui ne le feront pas forcément dans le cadre d'une élaboration de documents d'urbanisme, mais savoir qu'est-ce qui fait la force de mon territoire aussi et sur quoi je vais pouvoir reposer le développement futur de mon projet de demain pour ma ville. Et ces atouts, bien entendu, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais il y a évidemment l'atout patrimonial et dans toutes ses composantes. Et c'est pour ça que quand on va se poser la question de savoir comment on bâtit du neuf, il y a aussi toujours ce corollaire, mais qu'est-ce qu'on fait déjà de ce qu'on a et comment ça a été conçu? Et c'est vrai que c'est en faisant aussi des parallèles entre l'existant et puis ce qu'on va construire, comment ça va s'imbriquer, qu'il y a des pistes à trouver. Sauf que cette démarche-là, elle se fait pas forcément dans la temporalité du projet de construction. Ça va être extrêmement délicat et c'est vraiment ce décalage que j'évoquais, c'est que souvent, si on arrive dans une situation de blocage, c'est qu'en général, on n'a pas pu trouver le temps d'avoir cette étape. Qu'est-ce qui faisait vraiment la force de tel ou tel espace sur lequel on vient s'implanter? J'en profite également pour dire que c'est vrai qu'on remarque en Haute-Savoie une tendance assez forte à démolir pour reconstruire. Et là-dessus, je pense qu'il ne faudrait pas généraliser, il ne faut pas se l'interdire. Toutefois, il y aurait quand même nécessité à se poser la question plus souvent. Et en fait, est-ce que ce qu'on est en train de démolir n'a nécessairement plus aucune valeur et rien à apporter au territoire, sachant que ce qu'on remarque aussi dans les territoires très, très dynamiques, c'est qu'il y a une perte de sens. Et dans la perte de sens, on va chercher à se raccrocher, mais souvent quand il est trop tard, à un peu ce qu'on a perdu. Et c'est pour ça que moi, j'invite à la responsabilité aussi des communes, se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a qui pourra demain, et qui va de pair, je pense, avec le cadre de vie, la qualité du cadre de vie pour les futurs habitants, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un peu de cohésion aussi sur un territoire? Et là encore, je pense qu'il y a vraiment à identifier en amont ces questions-là. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, moi j'invite beaucoup à l'anticipation. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent quand même rentrer au travers des règlements d'urbanisme, mais ça se prépare et c'est vraiment des choses qui doivent se faire quasiment de manière déconnectée de l'élaboration des PLU. Ça c'est une vision, je pense, qu'on partage avec d'autres partenaires comme le CAUE. On évoque souvent cette question. Et c'est vrai que se poser vraiment et se dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on est fier de ce territoire et sur quoi on va reposer l'accroche de demain, elle est primordiale. Et à ce moment-là, je pense que l'acceptabilité de cette densité qu'on évoque dans ce colloque, elle sera plus facile à partir du moment où on s'est dit ces choses. Voilà. Donc je prêche vraiment pour une anticipation à ce niveau-là. Merci beaucoup Hélène. Tu as évoqué le CAUE. Donc, est-ce qu'il y a des réactions à ce premier tour de... on a parlé de l'insertion urbaine. Dans quelques minutes, on parlera plus précisément de la qualité du logement. Je crois que Joël Beaugrassel, président du CAUE, s'est connecté. Président, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Oui, c'est bon. Bonjour, vous m'entendez également? Bon, président. Très bien. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup de pouvoir me donner la parole. Je rappellerai tout d'abord donc, que je suis président du CAUE, conseiller départemental du canton de Sciez, et également et avant tout agriculteur. Et donc, je remercie Madame la Secrétaire Générale de nous avoir diffusé le tableau représentant à la fois la construction et la diminution de la consommation de l'espace. Parce qu'il est vrai qu'avant d'être élu, j'étais syndicaliste agricole
Et j'avais rédigé un rapport d'orientation en 99 avec les jeunes agriculteurs sur la consommation d'espace en Haute-Savoie, en titrant « En Haute-Savoie, on ne manque pas d'air, mais d'espace ». Je pense qu'aujourd'hui, l'espace est contraint, mais l'air aussi est assez irrespirable à certains endroits, certainement lié à la densification. Bref, en tout cas, je me félicite de voir qu'il y a eu quand même une certaine sobriété foncière, comme vous l'avez dit si bien, et je m'aperçois aussi que la qualité de la langue française nous permet de passer de ce que la loi disait, de la zéro artificialisation nette, à la sobriété foncière. Ça veut dire qu'on fait un petit pas en avant, mais derrière, on recule un petit peu également. Et je pense que ça peut être regrettable, mais enfin, en même temps, il est important qu'on puisse rentrer en dialogue. Je félicite le discours de M. Gallet, parce qu'il est vrai que M. Gallet, je l'avais rencontré lors d'une table ronde à l'hôtel Impérial Palace il y a quelques années en arrière, et son intervention était quand même plus extravagante, en disant dans le département « Qu'est-ce que vous avez en magasin ?» Donc je voulais quand même rappeler que la Haute-Savoie n'est pas un vaste supermarché du foncier, et que, étant donné que le territoire est assez contraint, la rareté fait qu'on ne vendra pas ça comme des petits pains. Donc je trouve quand même positif l'intervention de M. Gallet. Sur les 3 points, en disant de vouloir mettre en place une méthode de travail entre les élus, les promoteurs et les architectes. Donc je ne sais pas si des représentants des architectes parleront, mais étant donné que je suis président du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, bien qu'étant pas de cette profession, je voudrais les soutenir en disant que lorsqu'on a un projet et lorsque le promoteur a un projet, l'important c'est bien sûr de tenir compte de la question des élus. L'impératif financier du promoteur, je pense que ce sera le souci numéro 1, mais il ne faut pas non plus presser le citron aux architectes. Et je tiens à ce mot-là, même si ce n'est pas forcément un vocabulaire extraordinaire pour ce genre de conférence, mais on s'aperçoit aussi que malheureusement, c'est une profession qui est malmenée, et étant donné qu'elle a besoin aussi de travailler, à certains moments, elle se met à genoux devant les projets qui arrivent, et elle se met à genoux sous toutes ses formes, parce qu'à la sortie, on n'a pas un projet qui peut correspondre réellement aux attentes de qualité, et bien sûr, il y a de l'alimentaire, et ça c'est bien dommage également. Ce que j'ai pu remarquer quand même dans cette densification du département en 20 ans, on s'aperçoit qu'on a quand même, puisque Christian Dupessel l'a dit dans la démonstration de la densification d'Annemasse, qui je rappelle, au début du siècle, il y a 100 ans, Annemasse était un petit village rural. Il n'y a qu'à voir par la taille des églises, ça représente aussi la capacité d'accueil d'une population. Et donc ce village rural s'est retrouvé aujourd'hui une densité, une ville. Mais en fait, la Haute-Savoie, elle s'est développée en peau de léopard, comme ça. En fait, le département est une ville qui est plus ou moins dense à certains lieux. Et cette peau de léopard, elle s'est agrandie au fur et à mesure avec ses densités autour des bourgs, des hameaux. Et puis aussi parce que notre département est un département de la mobilité automobile jusqu'à maintenant. Et en tant que président de CAUE, je pourrais aussi vous dire que nous accompagnons les collectivités pour réfléchir sur les mobilités douces de proximité, mais également aussi les différentes sortes de mobilité. Et là, je crois que l'exemple d'Annemasse en est un, puisque avec à nouveau le tram qui revient dans Annemasse, et à nouveau aussi cette connexion internationale avec Genève qui nous permet aussi aujourd'hui d'aller directement sur Paris. Donc, je pense que ce territoire de la Haute-Savoie, qui est un territoire de travailleurs, c'est un territoire où, effectivement, on n'a pas lésigné, on a repoussé les manches, et puis on s'est dit les uns les autres, les acteurs, les gens du territoire, les indigènes comme moi, en se disant il y a quand même de la place, il y a du monde qui vient travailler, il faut leur fournir les moyens. Aujourd'hui, il faut quand même poser les choses, et ce temps de Covid peut aussi peut-être nous permettre, même si ça ralentit l'économie et que ça ralentit certains projets, c'est aussi de nous poser sur les vrais fondamentaux. Et quand j'entends une intervention de la représentante des architectes des bâtiments de France, je suis très sensible à la question du patrimoine, et je pense qu'avant de passer le bulldozer, la pelle mécanique ou le tractopelle, il est important de se poser 3 questions sur un bâtiment. Quels sont les éléments de ce bâtiment qui font qu'il en a une caractéristique, qu'il représente notre histoire et l'identité locale? 200 000 personnes nouvelles qui sont arrivées dans le département. Pour certains, ce sont des indigènes comme moi, mais pour d'autres, ce sont aussi tous ces gens extérieurs qui ont besoin de trouver cet ancrage culturel dans la Haute-Savoie.
Et comment est-ce qu'on trouve un ancrage culturel? C'est déjà par le patrimoine présent. Si au fur et à mesure on fait disparaître ces références culturelles, eh bien, j'ai envie de dire, il faut aussi recomposer peut-être un référencement culturel pour l'avenir, mais ça aussi, ça va nous demander quand même un peu de temps. Et donc, ce n'est pas le référencement de la démolition et derrière d'une construction massive. Et moi, j'ai un exemple en tête pour éviter aussi que l'on passe uniquement sur des références départementales. Dernièrement, j'ai rencontré le maire de Caluire, qui est M. Philippe Cochet, qui est président de l'Association nationale des élus en charge des espaces verts et du cadre de vie. Il est vrai que la commune de Caluire, qui est un peu sur une colline entre la Saône et le Rhône, eh bien, aujourd'hui, discute avec les promoteurs d'une manière certainement un peu musclée, mais enfin bon, c'est comme ça, pour faire en sorte que sur un programme de promotion immobilière sur un terrain, eh bien, il y ait l'obligation d'avoir une partie d'espace public. Et que ce ne soit pas uniquement d'arriver avec un projet important qu'on met au chausse-pied dans une zone constructible, avec le règlement de PLU comme on s'en rattache ou le PLUI, mais effectivement de se dire que ce territoire-là qui va être urbanisé, il a besoin aussi d'un espace de respiration. L'espace de respiration ne doit pas être non plus à 200 ou 300 mètres, mais il doit bien être dans la proximité. Donc, on a des exemples, et c'est vrai que le CAUE est là pour aussi se servir d'exemples périphériques pour arriver à démontrer et emmener des élus d'un territoire à un autre pour faire en sorte de composer une architecture. J'ai un exemple en tête dans la périphérie annemassienne, c'est la commune de Lucinge, où les maires successifs ont été très attentifs à la question du patrimoine, et aussi parce qu'ils avaient accueilli un artiste de renommée internationale, poète, Michel Butor, et qui leur a fait mettre le doigt sur l'importance de tous ces éléments patrimoniaux. Et par rapport à cela, en ayant travaillé avec un architecte du patrimoine, eh bien, ils ont donné du sens à ce petit village qui est un balcon de la périphérie annemassienne et qui donne aujourd'hui l'identité d'un territoire. Et je pense que l'habitant de Lucinge aujourd'hui retrouve ces références à la fois culturelles de ce village campagnard de balcons de l'agglo annemassienne et sur les flancs des Voirons, et qui a cassé un peu ce mythe de la bouillie pavillonnaire, comme le disent si bien nos amis helvètes, quand ils regardent la façon dont on a aménagé à la fois les lotissements et puis nos périphéries de village. Voilà. Un grand merci, et je confirme pour les Hauts-Savoyards qui ne connaissent pas Lucinge, ça vaut vraiment le détour. On a une prise de parole demandée justement par Isabelle Dieu de l'Ordre des architectes. On l'écoute. Oui, bonjour, je vous remercie déjà de nous avoir invités. Je suis contente d'entendre ces interventions. Moi, sur la densification, je me posais une question. On a un territoire de la Haute-Savoie qui est composé de plaines et de montagnes. Moi, ce que j'ai pu constater au cours de mon activité professionnelle, ce qui expliquerait aussi pourquoi on a une telle densification qui est nécessaire, qui est demandée par les populations sur les plaines. Et essentiellement aussi, il ne faut pas oublier que le territoire de montagne est très peu densifié. Il est plutôt étalé au profit d'une population de résidences secondaires. Les communes qui exercent en montagne refusent catégoriquement la densification qui pourrait être au profit de leur population locale qui vit à l'année. Et cette population locale vivant à l'année, ne pouvant pas se loger décemment, fait le choix de descendre dans la plaine pour y habiter, se loger, et donc ils créent de la circulation, de la pollution, et ils augmentent la densification urbaine des villes de plaine. Je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir avec l'ensemble des maires et des communes pour étaler cette densification proportionnellement entre l'altitude et le bas. Parce qu'en montagne, on trouve très peu de logements accessibles à des gens qui vivent à l'année. Il faut le reconnaître. Donc je pense qu'il faut quand même aussi, là je suis très étonnée de ne voir aucun représentant de mairie de montagne qui, eux, font plutôt de l'étalement au profit d'une résidence secondaire, ce qui fait qu'ils ont des villages qui se meurent complètement, et c'est bien dommage.
si vous le permettez, alors quand même une première réponse hein, sur la densification. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais tout le territoire au Savoyard aujourd'hui se densifie, alors plus ou moins, notamment les communes de montagne. Eh bien, on va entendre Madame Levallois qui a demandé la parole. Problème de micro. Problème de micro pour Madame Levallois qu'on n'entend pas. Oui, vous m'entendez? Très bien, Emmanuel, on vous entend. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, Emmanuelle Levallois, je suis directrice à l'aménagement et aux transitions à la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Donc, je vais me faire le porte-parole des élus de cette communauté de communes. Pour la commune de Chamonix, la difficulté qui se pose en matière de densification, elle s'opère naturellement, notamment de par les dernières lois et la loi Allure qui permet les divisions parcellaires. La difficulté qui se pose à nous, c'est que ces constructions se font majoritairement au profit des résidences secondaires sur lesquelles on ne peut pas refuser ces autorisations d'urbanisme dès lors qu'elles sont réglementairement compatibles avec les plans locaux d'urbanisme. Et la commune essaye bien évidemment d'actionner tous les leviers pour pouvoir développer ces programmes de logement au profit de la population permanente, au travers la maîtrise foncière, les secteurs de mixité sociale. Pour ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers temps, dans le cadre de l'élaboration du PLU de Chamonix et dans le cadre du débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, il a été souhaité par les élus de porter la mixité sociale qui aujourd'hui est imposée dans le PLU à hauteur de 25%, de la porter à hauteur de 50% en faveur des logements permanents. Donc tout ça va se décliner dans les phases suivantes pour amener à l'approbation du PLU, mais il nous manque vraiment des outils juridiques et des leviers pour pouvoir assurer la production de logements à destination de la population permanente. Malgré tous les outils qu'on emploie, le BRS en fait partie, on travaille de manière étroite avec les services de l'État sur ce sujet-là, mais on est vraiment en peine de pouvoir orienter comme on le souhaiterait cette production de logements pour notre population et effectivement éviter qu'elle descende en bas de vallée qui pose des soucis en matière de transport, de trafic et de pollution de l'air aussi. Voilà pour le témoignage. Merci. Il faudra une autre table ronde encore pour qu'on parle de ces outils juridiques, mais on y travaille beaucoup avec Chamonix, je confirme. Alors, justement, on parlait mixité sociale. On est heureux d'accueillir un bailleur social qui représente l'Union sociale des bailleurs de Haute-Savoie, donc Antoine Bouchès, directeur du développement du bailleur social Haute-Savoie Habitat. Et puis, on a aussi Antoine Machado, qui est dirigeant fondateur de Priams. J'ai envie qu'on parle un peu maintenant plus finement de la qualité des logements en tant que tels. Dans les programmes que vous conduisez, comment vous abordez la question de la qualité des logements, la taille, la répartition des pièces, l'exposition, les espaces extérieurs? Est-ce que c'est vraiment des paramètres essentiels? Et dit autrement, comment projetez-vous le futur habitant dans son logement, sur son balcon, au pied de son immeuble? Antoine Bouchès. Pardon. Monsieur Machado. Oui, merci. Bonjour à tous et à tous. Alors, la question de la qualité des logements est une question qui est évidemment pas simple à exprimer en quelques mots, mais j'ai envie de vous faire la définition suivante, c'est qu'un logement de qualité, c'est un logement dans lequel on a choisi de vivre et qui répond à tous vos besoins. C'est assez basique comme expression, mais je crois que c'est l'essentiel. Et donc, je dirais comme première conclusion le fait que le logement de qualité, c'est le logement qu'on a construit. Parce que ne pas construire de logement ou construire insuffisamment de logements, c'est ne pas permettre le parcours résidentiel et c'est ne pas offrir le choix du logement. Alors, quand une famille est contrainte à déménager parce qu'elle a besoin d'une pièce supplémentaire, ou alors parce qu'il y a une question de décohabitation forcée, ou bien parce que le logement est devenu insalubre, si elle n'a pas le choix de son logement, eh bien, elle est dans une non-qualité d'habitat. Et pour moi, la qualité, c'est d'abord la construction du logement neuf. D'autant plus qu'on construit aujourd'hui des logements plus qualitatifs qu'ils ne l'ont jamais été. Et donc, construire du logement neuf, eh bien, c'est offrir de la qualité d'habitat. Et à contrario, ne pas en construire, c'est rester dans une non-qualité d'habitat. D'ailleurs, on voit que l'évolution du logement, de l'habitat, au travers des âges, a constamment évolué en fonction des
techniques et des modes de vie. Si on se réfère à ce qui se faisait dans les années 60-70, on a beaucoup construit pendant les 30 Glorieuses, mais la caractéristique première de ces bâtiments, c'est qu'ils n'ont pratiquement pas de balcon, alors ils ne ressemblent pas à grand-chose. Il suffit de se référer d'ailleurs à ce qui était le modèle à l'époque du logement collectif, la cité radieuse de Marseille, qui était érigée en monument historique, construit par Le Corbusier dans les années 50. Il suffit de la voir. Le balcon n'a pas de fonction, c'est un ornement de la façade, mais on voit qu'on ne se projetait pas à l'extérieur, on vivait autrement. De la même manière, dans ces années-là, vous aviez systématiquement une pièce cuisine dans les logements. Et puis, dans les années 80-90, quand on se lançait dans la programmation d'une résidence, on s'interrogeait. Fallait-il faire des cuisines fermées, ouvertes, semi-fermées? On voyait qu'il y avait quelque chose qui se produisait. Et petit à petit, finalement, c'est l'acquéreur, c'est le client qui nous a tous mis d'accord en disant « Moi, je veux une cuisine ouverte parce que mon mode de vie est plus ouvert, moins cloisonné qu'il ne l'était par le passé. » Et on a aujourd'hui un habitat qui ressemble à une société qui s'est libérée, qui s'est décloisonnée, qui est ouverte. Et on lui offre des terrasses ouvertes, généreuses, projetées vers l'extérieur, des véritables pièces de vie dans lesquelles il fait bon vivre dans la saison chaude. C'est l'évolution d'une société qui est retracée par son habitat. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un constat, mais évidemment, la pierre d'achoppement du logement de qualité, c'est d'abord la question de la qualité urbaine que vous avez évoquée tout à l'heure pendant vos différents propos, de la qualité architecturale qui doit aller avec, en tout cas, la qualité environnementale et puis la qualité paysagère qui était évoquée longuement par M. Duplessis à juste titre et à laquelle on croit beaucoup. Donc, c'est évidemment un des fondamentaux. Il faut qu'on construise le logement de qualité là où il y a les services de proximité, là où il y a les lieux de scolarité, les lieux de travail, les transports en commun, les services, etc. Et construire en dehors de ces lieux-là, et notamment aujourd'hui, en 2021, c'est déjà faire de la non-qualité si on doit mettre les gens sur la route pour faire 40 km pour aller travailler ou emmener ses enfants au collège. C'est un des premiers fondamentaux de la qualité avant de s'intéresser à ce qu'on met dans le logement. Ensuite de ça, évidemment, la conception du logement est une thématique qui est extrêmement compliquée pour nous promoteurs. Et toutes les sociétés de promotion immobilière ont une approche différentes. Certaines sont plus ou moins avancées que d'autres. En ce qui nous concerne, nous appliquons des méthodes extrêmement strictes sur ces questions-là. On a un cahier des charges qu'on confie à nos partenaires architectes pour l'élaboration des logements tels qu'on souhaite les présenter à nos acquéreurs. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais juste rebondir très rapidement sur un propos du président du CAIE tout à l'heure, M. Joël Beau, qui a quand même exprimé quelque chose qui me chagrine, c'est cette forme de caricature systématique à l'égard des promoteurs qui pressent et citrons des architectes et qui ont des préoccupations alimentaires avant toute chose. Et moi, je suis chagriné de ce propos-là parce que c'est une caricature dont il faut, je pense, se débarrasser une bonne fois pour toutes si on veut devenir intelligent dans le département et en France en général pour qu'on collabore réellement ensemble pour progresser dans nos métiers. On est extrêmement attentif à travailler intelligemment avec nos partenaires. Les architectes sont des partenaires précieux pour nous. On travaille, on se parle, on est dans le dialogue constant et permanent, il y a des échanges et on progresse ensemble. C'est tellement vrai d'ailleurs que on peut le citer, on a créé dernièrement, Olivier Gallet, le président de l'FPI, a signé les statuts de l'association des acteurs de la construction Savoie-Léman, où on s'est réunis entre architectes, maîtres d'œuvre, les bailleurs sociaux, pour qu'on puisse ensemble se dialoguer, se comprendre encore davantage, progresser ensemble et faire évoluer notre métier. Donc c'est une simple parenthèse, mais voilà, la conception des logements, on y consacre beaucoup de soins, beaucoup de temps. Notre société Priam s'est aussi certifiée NF Habitat, donc il y a toute une série de préceptes et de fondamentaux qu'on cherche à appliquer constamment. Et c'est évidemment la préoccupation de l'exposition du logement, une approche bioclimatique de cette conception, les larges ouvertures pour profiter de la lumière naturelle, des surfaces généreuses, etc. La qualité du logement, c'est aussi le traitement des espaces communs de la résidence. C'est évidemment proposer des espaces communs généreux, bien décorés, avec des espaces partagés à l'extérieur. Dans les opérations plus importantes, réfléchir à des locaux partagés pour l'ensemble des résidents, proposer des terrasses sommitales partagées quand on peut le faire dans des grandes opérations. C'est tout ce qui contribue finalement à la qualité résidentielle d'une opération. Et ça, ce sont des fondamentaux, des préceptes dans lesquels la profession est lourdement engagée. Il n'est de mon point de vue nul besoin de rajouter des charges, tout à l'heure Olivier Gallet l'a dit, pour que l'on se mette sur ce chemin-là. Nous sommes tous réellement engagés et je crois beaucoup que c'est par la concertation, le dialogue constant et permanent qu'on fera des logements encore plus vertueux qu'ils n'ont été par le passé. Alors, il y a aussi les questions de la prestation et des équipements des logements qui rentrent en ligne de compte dans notre programmation et on s'interroge toujours quelle prestation, quel équipement pour telle résidence, tel logement à tel endroit. Se pose là la question de l'adéquation, de la qualité du logement
et de son prix qui va être présenté à nos acquéreurs. C'est une équation extrêmement compliquée et il faut toujours qu'il y ait adéquation entre le niveau de prestation et d'équipement en fonction du prix du marché dans lequel on s'insère, parce qu'il y a évidemment différents marchés et il faut y être extrêmement attentif. Le prix étant, encore une fois, une question centrale sur laquelle on pourra revenir peut-être, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, et M. Duplessis a évoqué cette question des 3 tiers. Il a parfaitement raison, mais ça génère tellement de complexité de présentation de la difficulté que ça mériterait sans doute qu'on échange davantage là-dessus. Vous dire simplement que toutes ces questions sont constantes et permanentes chez un promoteur qui met le client au centre de ses préoccupations quand il intervient dans la programmation d'une résidence. Et que la profession de promoteur que je suis est très engagée là-dessus. La FPI communique énormément sur ces questions. Vous n'avez plus en face de vous des acteurs comme dans les années 60, cette espèce d'image d'Épinal qui court encore dans le pays, qui sont désintéressés de l'intérêt collectif. On fait partie du jeu. On l'a démontré, on travaille très activement en partenariat avec les bailleurs sociaux depuis très longtemps. On fournit, on le sait, dans notre région, jusqu'à 90% dans certains secteurs des logements sociaux. Donc c'est véritablement pour nous aussi un rôle d'industriel du logement, préoccupé par l'intérêt général. Et il n'y est plus question de l'aspect alimentaire qui a été évoqué tout à l'heure par Joël Bau. Nous sommes des industriels qui produisent des logements et il faut compter avec nous. D'autant plus que la question du logement de qualité, qui doit aussi être accessible pour qu'il soit réellement de qualité, ne peut pas se faire s'il n'y a pas ce dialogue, de manière à ce que chacun puisse comprendre l'autre. C'est quoi la question de la pression foncière? Pourquoi on en est là? Pourquoi on est sur des questions de prix de logement qui deviennent inabordables? Quelles en sont les raisons, les ressorts? Comment fait-on pour diminuer cette pression? Quelle est la question de la fiscalité du logement qu'on passe toujours sous silence? Enfin, je voudrais rappeler que le prix d'un logement, c'est 28% de fiscalité. Quand ce n'est pas 32%, quand on a des conventions de PUP qu'on doit signer dans des conditions qui sont juste pas recevables. Tout ça, c'est payé par l'acquéreur. Voilà. Je voudrais vous dire que la question de la qualité au sens très large est une question qui ne se résout pas à quelle prestation et quelle surface dans mon logement. C'est toutes ces questions-là que vous avez traitées ensemble et on pourrait y passer des heures si on vient sur la question économique du sujet. Alors justement, sur la question économique, on va poser la même question à M. Bouchez, donc bailleur social. Est-ce que accessibilité à un logement et qualité, ça rime ou c'est antinomique? Alors, certains éléments qu'a abordé Antoine Machado, les bailleurs sociaux sont aussi des constructeurs. C'est vrai qu'on a beaucoup de partenariats avec les promoteurs dans le cadre des logements qu'on achète en VFA. Mais par exemple, en 2020, les bailleurs sociaux ont construit plus de 1000 logements en maîtrise d'ouvrage direct sur l'ensemble du département, donc sont des constructeurs aussi. Mais il y a une particularité des bailleurs sociaux, c'est qu'ils sont des constructeurs, mais surtout, ils sont propriétaires et gestionnaires de logements. C'est-à-dire que le logement, quand ils le construisent, ils le gardent pendant plusieurs dizaines d'années, voire encore plus. Et donc, la qualité doit se décliner sur toute la durée de vie du bâtiment, sur tout son cycle de vie. Et ce qui fait qu'on a une perception de la qualité qui est peut-être un peu différente de ce qu'elle peut être chez les promoteurs, même si elle se recoupe en tout cas sur la qualité immédiate de ce que vous parlez, localisation, ensoleillement, agencement, etc. Donc nous, on doit avoir une vision plus globale et surtout, on doit mettre les familles que nous logeons au centre de cette qualité et de cette qualité d'usage. Parce que faire des bâtiments de qualité, c'est une chose, mais il faut aussi que les habitants puissent avoir la capacité de faire face aux coûts des loyers, des charges. Donc, on a parlé de plusieurs éléments de qualité. On a parlé de la qualité intrinsèque du logement, de la qualité en matière environnementale, de la qualité d'usage. Et il se trouve que ces qualités peuvent se recouper, mais peuvent aussi entrer en contradiction. Par exemple, nous, on a réalisé, de nombreux bailleurs sociaux ont réalisé des bâtiments extrêmement performants thermiquement, qui s'avèrent être très difficiles à exploiter, très, très coûteux aussi en termes de charges, avec des niveaux de confort qui sont parfois pas ce qu'on attendait, et donc se révéler être des contre-performances. Donc, j'aurais tendance à dire que la qualité, ça doit être aussi un compromis, un équilibre. Et il faut que ce soit une qualité abordable pour tous et partout dans tous les territoires. Et ça, c'est extrêmement important. Les bailleurs sociaux, quotidiennement se posent de cette question. Voilà. Et toujours se poser de la prise en charge des coûts de cette qualité. Qui la paye et quels sont les mécanismes de solidarité
qu'on va mettre en place pour que tout le monde y ait accès. Donc, je pense qu'il faut que vraiment on réfléchisse à cette question avec les collectivités locales, de façon à ce que la qualité soit partagée dans tous les quartiers. Et je pense qu'il faut quand même être très prudent sur les excès qu'on peut être poussé à faire dans certains domaines, parce qu'on l'a vu par exemple dans l'histoire de la taxe carbone. À la fin, c'est quand même l'usager qui prend en charge une partie de ses surcoûts, et il faut qu'il l'accepte, il faut qu'il puisse l'accepter. Et le budget du logement, ça représente quand même un budget largement supérieur au budget des déplacements, par exemple. Donc avec les futures lois thermiques, etc., il faut être très très vigilant. Qui va payer? Je ne parle pas seulement d'investissement, je parle surtout de coûts d'exploitation et de charges. Bon, tout ça est décidément très complexe. Alors, on va essayer d'obtenir des réponses par Éric Bocquier, architecte. On voit bien qu'on a des facettes sur la qualité, sur le confort qui sont indispensables. Est-ce qu'on arrive à les conjuguer, notamment aujourd'hui, avec les normes de performance technique, les normes d'accessibilité, ou c'est résoudre la quadrature du cercle? C'est résoudre la quadrature du cercle. Je n'aurai pas toutes les réponses. À savoir que les réglementations et la qualité ne sont pas antinomiques. On a besoin de réglementation. C'est le but premier pour une meilleure recherche d'une meilleure qualité. Par contre, trop de règles étouffent la qualité. On a le travers franco-français du millefeuille de réglementation par-dessus les réglementations. On en a déjà parlé dans cette assemblée, à savoir que on construit, il ne faut pas perdre de vue que nous construisons pour l'homme. Et c'est la société qui évolue, et nous devons donner des réponses à travers ces réglementations, des réponses pour l'habitat. Les règles, donc, comme je le disais, sont nécessaires, mais pour plus d'applications, la problématique, c'est qu'on a plus d'applications par la chaîne de contrôle qui s'opère par le biais des assurances, par le biais des bureaux de contrôle, qui est d'ailleurs une spécificité française, mais aussi par le biais de l'administration, qui peut être très, très tatillonne. Du fait de différents intervenants, on se fait peur les uns les autres, et du coup, il y a une surenchère d'interprétations restrictives par rapport à cette réglementation. Je donnerai qu'un petit exemple. Par exemple, la dernière réglementation handicapée, qui date de janvier 2021, supprime la tolérance des seuils de 2 cm pour accéder aux douches. Il s'avère que la mise en œuvre de cette dernière est devenue techniquement trop aventureuse. Donc, du fait, on va ne placer que des baignoires dans les habitats. Je pourrais donner d'autres exemples de ce type, mais il y a aussi sur les volets roulants qu'on avait échangé, qui m'a semblé très intéressant, si vous pouvez nous en parler. Il vous intéressait. Oui, le volet roulant, aujourd'hui, c'est-à-dire actuellement, les volets roulants se mettent dans le excusez-moi. Voilà, on a une caisson qui est à l'intérieur du logement, et donc du coup, on place de l'air extérieur froid dans le volume du cocon chauffé. Et ça, on peut tous vérifier dès ce soir. Hein. Voilà, vous pouvez le vérifier. La problématique, c'est que c'est une aberration par rapport à la RT 2012, et c'est une aberration thermique. Et le fait que les industriels, encore aujourd'hui, n'ont pas donné de réponse valable par rapport à ces petits soucis techniques, petits soucis d'assemblage. En fait, toutes les propositions faites en dehors de la norme nécessitent énormément de combats et d'âpreté par rapport à, et de conviction pour pouvoir lutter contre. Alors après, si je peux me permettre, Monsieur Bocquier, et je me retourne vers Monsieur Machado. Bon, norme ou pas norme, aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix, on a le facteur 4. On a des aspirations sociétales qui vont vers une meilleure prise en compte de l'environnement.
Bon, comment un promoteur aujourd'hui s'y prend-il, Machado? Et puis comment tirer tous les promoteurs vers les meilleures pratiques? Bon, alors d'abord, on ne vient pas de nulle part sur ces questions environnementales, hein. On a tous des références sur ce que nous avons fait ces dernières années. Et rappeler aussi où on en est aujourd'hui, justement, sur la progression environnementale de l'habitat. Se rappeler peut-être que la première réglementation thermique, elle date de 1974. Hein. Elle a été érigée au lendemain du premier choc pétrolier de 1973. Avant ça, on ne faisait rien, très simplement. 1974, la moyenne de la consommation énergétique des bâtiments en France, c'est plus de 300 kWh mètre carré an. La RT 74, 1974, elle fixe comme objectif d'atteindre une consommation de 225 kWh mètre carré an. 225 kWh mètre carré. Depuis lors, on a vu passer 6 RT, 6 règlements thermiques. La dernière, 2012, objectif 50 kWh par mètre carré an. Et il se trouve que non seulement on les fait, on les tient, mais on fait beaucoup mieux, puisque beaucoup d'entre nous ont livré des immeubles qui sont à des performances thermiques supérieures à la RT 2012. Par exemple, en ce qui nous concerne, la référence qui a été citée tout à l'heure, les passerelles, l'écoquartier des passerelles, où Antoine Boucher a d'ailleurs participé aussi avec le PH 74, c'est une opération d'écoquartier labellisée avec une performance énergétique RT 2012 moins 20%, associée à l'énergie renouvelable, qui fait partie aussi des exigences de la RT 2012. Donc vous voyez, en l'espace de 40 ans, on a divisé par 6, voire par 7,5 lorsqu'on est à des moins 20% sur la RT, la consommation énergétique des bâtiments. Donc on n'a pas rien fait. Et toute la profession est alignée sur cette réglementation qui s'impose à elle. Alors comme tout à l'heure, certains promoteurs vont plus vite que d'autres, mais enfin, les pratiques, les bonnes pratiques, elles sont le résultat de cette réglementation qui s'impose à nous. L'urgence aujourd'hui, elle est devant nous, et ça s'accélère. On passe dans une version exponentielle de l'obligation d'évoluer dans nos pratiques. Et c'est tout l'objectif de la réglementation environnementale 2020 qui arrive, d'application immédiate juin 2021, la RE 2020 qui va s'appliquer dans toute sa rigueur et qui va supposer une mutation de la profession sans précédent. Alors, cette RE 2020, deux mots simplement, de quoi s'agit-il? 3 objectifs, la sobriété énergétique et la décarbonation de l'énergie. Premier objectif. Deuxième objectif, la diminution de l'impact carbone de la construction des bâtiments. Troisième objectif, garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur, le confort d'été. Alors, c'est une ambition totale. Hein. Quand on regarde d'ailleurs de près ce que contient cette réglementation, je trouve qu'on est allé vite et fort. Et elle fixe une trajectoire et un cap très clair jusqu'en 2030, avec un certain nombre de jalons. Le premier jalon, c'est 2024. 2024, c'est fin de l'énergie carbonée. Plus d'énergie fossile pour l'énergie chauffage dans nos logements. Dans 3 ans. Et on y est. Donc là, vous voyez que la mutation qui s'impose à la profession, elle est considérable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai évoqué l'association des acteurs de la construction, on s'est dit, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se parle. Et ce qui nous manque d'ailleurs dans cette association, ce sont les élus. Parce qu'on ne va pas faire ça tout seul. On prend les devants et on va être, vous allez voir, en avance sur la RE 2020. Et on va vous le démontrer. Et on va faire des démonstrations. Mais encore faut-il que les élus croient en nous, aient confiance en nous, nous considèrent comme des partenaires et non pas, comme je l'ai entendu tout à l'heure très brièvement, des gens qui ne pensent pas à l'intérêt collectif et général. On est aussi des hommes et des femmes avec des familles. La question environnementale est centrale pour nous. On loge des familles. Je voudrais simplement qu'on comprenne ce que cela veut dire. Nous logeons des familles, au même titre que les bailleurs sociaux, et ça nous oblige sur ces questions-là. Donc, simplement, on va s'adapter. Simplement, il faut que l'on tienne compte aussi du coût, parce que ça ne va pas se faire gratuitement, malheureusement. Ça va être un surenchérissement du coût de la construction très significatif. Et dans la situation de tension dans laquelle nous sommes, si on ne se parle pas, l'envolée des prix, elle sera immaîtrisable. Et là, si on ne se parle pas avec les élus pour essayer de se comprendre, pour essayer de trouver des mécanismes de régulation. Tout à l'heure, monsieur le maire d'Annemasse a donné la bonne réponse, c'est la maîtrise foncière. La maîtrise foncière qui permet aux politiques de réguler le prix du foncier par la charge foncière qui lui est appliquée. Mais lorsque l'on travaille dans le diffus, et c'est la très grande majorité de la production des logements du département, on n'a aucun moyen de réguler le prix de revient du logement, si ce n'est de travailler sur des questions macro comme la surabondance de l'offre de manière à faire dégonfler les prix. Et c'est toute la difficulté dans laquelle on est, de tension par la pénurie dans laquelle on vit, notoirement accélérée ces temps-ci avec la difficulté passagère, je l'espère, que l'on connaît aujourd'hui sur la rareté des permis de construire. Mais on est dans cette difficulté. Faire de l'environnementalement correct, oui, on est tous engagés.
comment est-ce qu'on dose et comment est-ce qu'on règle la question et la thématique du logement accessible de meilleure qualité environnementale encore, c'est une question majeure sur laquelle il faut qu'on consacre du temps. Dire simplement peut-être en complément de ce propos que les promoteurs sont un maillon absolument essentiel de la ville de demain. Il faut absolument que la ville se construise avec nous, que les élus s'appuient sur notre expérience, sur notre expertise. On doit être associé à certaines réflexions. Moi, je suis très malheureux quand je vois certaines règles qui sont imposées par les PLUI, par des chartes, et qui sont totalement contre-productives, sans même qu'on en ait conscience. Et quand on les met en œuvre, c'est une véritable souffrance parce qu'il manque juste la réflexion du praticien du logement qui n'a pas été appelé autour du malade. Merci beaucoup pour ces propos très éclairants. Alors, on a un enjeu, peut-être l'enjeu numéro 1 en termes énergétiques, c'est la rénovation du logement. Les bailleurs sociaux sont très engagés. J'aimerais que vous nous en parliez, Monsieur Bouchez. Quels défis vous relevez aujourd'hui pour rénover ces logements et quelles sont les réussites et peut-être les points de non-réussite aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'en termes de levier pour le bilan carbone, la rénovation, j'allais dire, passe devant la construction neuve. Et donc, et comme tout à l'heure, je disais que les bailleurs sociaux ont un patrimoine de 48 000 logements sur la Haute-Savoie, évidemment, ce patrimoine n'a pas été construit dans les 5 dernières années. Et donc, il y a un enjeu qui est considérable, qui est un enjeu à la fois technique, parce qu'il faut trouver les entreprises pour le faire. Il faut aussi trouver les techniques, parce que finalement, les techniques d'intervention pour améliorer le bâti sont assez actuellement, j'allais dire, pas univoques, mais on reproduit un peu toujours les mêmes techniques pour améliorer essentiellement la partie énergétique. Donc, il y a un enjeu technique et évidemment un enjeu financier qui est très important, en particulier pour les bailleurs, puisque nos interventions ne doivent pas conduire à rendre ce patrimoine qui est… Alors, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que notre patrimoine existant, c'est le patrimoine le plus abordable de la Haute-Savoie. C'est là où les loyers sont les plus bas, même plus bas que les PLAI qu'on réalise dans le neuf. Et c'est là aussi où les charges sont généralement les plus basses. Donc, il va falloir qu'on s'est déjà engagé. Il y a énormément de réhabilitation. Il y a plus de 1700 logements qui sont réhabilités chaque année par les bailleurs du département. Mais on a encore du travail devant nous. Et il faut que les élus soient aussi à nos côtés pour pas que ce patrimoine, qui est un patrimoine abordable, du fait de l'investissement qu'on va faire, du fait éventuellement de la complexité des installations techniques qu'on va mettre en place dans ce patrimoine, que les charges et les loyers fassent que ce patrimoine abordable le soit moins, en fait. Donc, c'est toujours la même question. C'est la même question que j'abordais sur la construction neuve. Il faut faire un effort. On a des enjeux environnementaux qui sont, disons, nationaux, politiques, vitaux pour l'ensemble de la population, mais il va falloir aussi que la solidarité se développe pour que ceux qui ont les moins de moyens aient accès quand même aussi à cette qualité. Et donc voilà, donc ça me paraît un élément très important et les bailleurs ne pourront pas le mener tout seuls. Bon, il y a des exemples, on est en train de travailler avec Monsieur le maire d'Annemasse. Bon, on a eu des opérations très importantes, par exemple sur la rénovation du Perrier Annemasse, où les 2 bailleurs historiques vont investir de l'ordre de 80 millions d'euros pour remettre à niveau du patrimoine. Donc, on a beaucoup de travail devant nous et il faudra que ça se fasse dans le partenariat et dans la discussion, parce que les normes techniques, les réglementations, ça ne donne pas toutes les solutions. Merci beaucoup. Alors, dernière question pour boucler la boucle. On a dit qu'il fallait contextualiser, on a dit qu'il fallait construire, c'est important. On a dit qu'il fallait densifier. Et donc, pour ça, on va avoir de plus en plus de logements collectifs. C'est comment les rendre encore plus désirables, ces logements collectifs, Monsieur Bocquier. Certains nous disent c'est bien gentil le logement collectif, mais il nous manque certains atouts du logement individuel. Si j'ai le petit dernier qui vient, je ne peux pas pousser les murs. Si j'ai envie d'inviter les copains à manger un barbecue, je ne peux pas. Si j'ai une quinzaine de personnes que je veux inviter, je ne peux pas. Si je veux partager un apéro sur la terrasse avec une dizaine d'amis, je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez apporter des réponses positives à mes questions pour l'avenir? Oui, il est certain que le statut de l'habitat familial a besoin de respirer. La famille évolue, on a un enfant, 2 enfants, un divorce, une famille recomposée. Ça engendre des variations d'occupation qui peuvent devenir quotidiennes. Donc l'appartement
pour rester confortable, doit se moduler, doit garder des possibilités de transformation et d'adaptation. Donc, il faudrait qu'il devienne amovible, convertible, modifiable à souhait. On se rend compte que suite au dernier confinement, il y a un retour à la nature qui est très fort, une demande de nature. Ce qui veut dire habitat individuel. Mais l'habitat individuel est absolument anti-écologique car non frugal. Dépenses de terrain, dépenses de matériaux pour le construire, dépenses d'énergie pour le chauffer et surtout dépenses plus de déplacements, plus de mobilité du fait de l'éloignement. L'évolution de notre société et la prise de conscience, surtout chez les jeunes, de notre éco-responsabilité nous emmène vers une conception d'habitat un peu différent, type habitat mixte ou habitat participatif, où on peut envisager des mutualisations de pièces, d'espaces, comme des bureaux communs, une chambre d'amis commune à une copropriété, ou alors une cuisine commune, des jardins communs, des jardins partagés, c'est très à la mode, ce qui nous amènerait une qualité de vie embellie et un confort d'espace amélioré. Il existe plein d'exemples en Europe du Nord et aussi sur France, essentiellement à Strasbourg. Mais pour cela, encore faut-il être prêt culturellement, qui pour nous, latins, en Haute-Savoie, peut poser problème. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Avant la conclusion de ces débats très riches, je me permets de me tourner vers nos participants qui sont en visioconférence, savoir si l'un d'entre eux souhaite réagir aux derniers propos ou si on passe à la conclusion. Bien, écoutez, Madame la Secrétaire Générale, j'abandonne le micro. Écoutez, nous souhaitons effectivement que les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui soient une première pierre posée pour construire durable de manière beaucoup plus systématique. En effet, nous avons actuellement, et je tiens à le redire, beaucoup de possibilités de formation des personnes qui travaillent habituellement à la construction. Ça veut dire que ça peut être le moment, si certains carnets de commandes sont un peu dans la difficulté de pouvoir former les salariés à la fois à l'éco-construction, aux techniques qui permettent de faciliter la construction durable, mais aussi à la rénovation. On a beaucoup parlé de qualité de ville, de qualité de vie. On voit bien qu'il y a une forte évolution dans la manière de concevoir l'habitat, qu'il y a une forte attente vers les élus de voir un certain nombre de pratiques évoluer. Et cette attente, elle doit se construire pas à pas par des réalisations, mais ces réalisations, elles doivent tout de même pouvoir se faire en continu, parce que la demande d'habitat et cela dans notre département tout particulièrement compte tenu des accueils que nous devons réaliser, elle est forte. Cette demande d'habitat, si on ne peut la satisfaire, elle se traduit le plus souvent par la mise à la rue, en particulier dans les contextes sociaux difficiles ou les évolutions familiales des plus fragiles. Et donc, il faut qu'on y soit collectivement extrêmement attentif et que l'on sache entretenir. Quand je dis « on », je veux dire que collectivement, nous devons nous employer à dialoguer ensemble. C'est pourquoi le préfet a souhaité cette rencontre aujourd'hui. Mais c'est pourquoi aussi nous allons dans les suites de cette rencontre vous proposer un certain nombre d'actions qui ont pour objectif de co-construire cet habitat durable, parce que cet habitat durable, il ne peut se faire que grâce à ceux qui savent construire, aux promoteurs, aux constructeurs, à ceux qui savent commercialiser, répondre et faire coïncider l'offre et la demande, à ceux qui savent penser et échanger avec les concitoyens, nos élus. Je pense donc que suite aux différents éléments que vous avez posés les uns ou les autres au travers des
des questions qui ont pu être abordées aujourd'hui, on peut voir se dessiner la nécessité d'un véritable pragmatisme dans la recherche des réglementations nouvelles. Et je sais que certains parlementaires ont suivi ou suivront, car sauf s'il y avait des souhaits inverses, nous allons mettre les échanges que nous avons eus en ligne et donc ils pourront être suivis très aisément par tous ceux qui n'auraient pas pu y participer aujourd'hui mais qui pourront se reconnecter dessus. Un pragmatisme dans la réglementation pour ne pas ajouter de la difficulté, mais la réglementation, la plupart du temps, elle est aussi là pour préserver, protéger. L'architecte des bâtiments de France l'a rappelé, savoir ne pas oublier en un temps ce qui fera demain et savoir aussi préserver les milieux, les espaces naturels. Vous le savez, loi montagne, loi littoral dans notre département, c'est aussi ce qui fait aujourd'hui son attrait touristique et d'une manière générale l'attrait touristique de la France, car si la France est aussi visitée, c'est aussi parce que nous avons su préserver ses littoraux, préserver ses paysages remarquables, préserver son architecture et son caractère. Donc, il est vrai qu'il faut réussir à trouver les justes équilibres et très clairement, Monsieur le Préfet va aussi ressaisir les élus pour que nous puissions être extrêmement dynamiques dans les réponses qui sont aujourd'hui attendues par notre population pour se loger, attendues en réaction à la crise pour pouvoir poursuivre les politiques de construction que nous souhaitons désormais vraiment travailler et fruit de l'échange pour qu'elles soient durables, pour qu'elles soient vivables. Je crois que cela ressort de la volonté de tous. Donc là où il y a la volonté, il y a le chemin. À nous de le construire. Donc merci à tous d'avoir suivi ce moment et bien évidemment, nous sommes tout à fait preneurs des propositions que vous pouvez avoir pour faire de ce territoire le territoire vers lequel nous souhaiterons continuer à cheminer ensemble et dans lequel nous aurons plaisir à habiter demain. Merci à tous.